Bonjour à tous, je voulais vous dire avant de commencer la vidéo que ce sera plutôt un point lecture qu'un vlog lecture, puisque là je suis en train de tourner un réel vlog lecture où je vous amène avec moi, notamment là on est au lac de Thuy. Je vous emmène avec moi, je vous fais partager mon quotidien, etc. Donc là, ce sera plutôt un point lecture qu'un vlog lecture. C'est pour ça que dans le titre, il y aura écrit vlog lecture / point lecture, puisque c'est pas vraiment un vlog lecture. Donc voilà, un vrai vlog lecture est à venir. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à activer la petite cloche et à lâcher un like. Merci! Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo YouTube. Aujourd'hui on se retrouve pour un vlog lecture sur une semaine. Donc j'ai commencé dimanche, hier. Donc j'ai lu un livre dont on va parler tout de suite, juste après. Juste avant, je voulais me présenter si vous ne me connaissez pas. Moi c'est Chloé, j'ai 23 ans. Mes passions dans la vie c'est les livres, les plantes, comme on peut voir juste ici. La sorcellerie, l'ésotérisme, la skincare et le make-up. Donc voilà. Donc vlog lecture sur une semaine et on va commencer par le premier livre que j'ai lu, c'est La chute de Camus. Alors, dans ce livre, on suit Jean-Baptiste Clamence, qui est un ancien juge et qui était un ancien juge à Paris et qui se retrouve à Amsterdam dans un bar qui s'appelle Mexico City, où il va parler. En fait, c'est un long monologue. Il n'y a que lui qui parle et il est en train de parler avec une autre personne dont on ne connaît rien. Et j'ai pas trop aimé ce livre, mais je vais vous faire vite fait le résumé. Donc en fait, La chute, ça parle de Jean-Baptiste Clamence qui n'a pas sauvé une jeune fille qui s'est suicidée et s'est noyée. Et donc, c'est la vie de ce jeune juge qui finalement chute avec elle en même temps. On voit qu'il est altruiste avec les autres, mais pour son propre orgueil. Donc voilà, du coup, c'est pas une lecture que forcément j'ai plus aimé que ça. C'était très bien écrit, il n'y a rien à redire. C'est pas mon livre préféré de Camus, je pense. Donc voilà. Et ensuite, aujourd'hui, je vais lire Peut-on tout pardonner? Les principaux obstacles au pardon et comment les surmonter d'Olivier Clerc. Donc voilà, on se retrouve une fois que j'aurai fini ce livre. À plus tard. Hey! Du coup, j'ai pas continué Peut-on tout pardonner? J'ai lu L'alchimiste de Paulo Coelho. Est-ce qu'on peut dire à quel point j'ai adoré ce livre? Franchement, un de mes classiques préférés pour sûr maintenant. Vraiment, j'ai trop aimé. Donc, on suit Santiago qui fait un rêve, qui rêve d'un enfant qui l'emmène aux pyramides. Après ça, il consulte une voyante. Et la voyante lui dit qu'il doit se rendre aux pyramides, mais qu'une fois qu'il aura trouvé son trésor, il devra lui donner 1/10 du trésor. Et puis, Santiago sort un peu déçu de cette entrevue. Il décide de se poser sur un banc et de lire. Et là, un vieillard l'aborde. Et il lui dit des choses sur sa vie que personne d'autre ne sait. Il lui dit qu'il prend plusieurs formes pour aider les gens à accomplir leur légende personnelle. Donc, qu'est-ce que c'est que la légende personnelle? C'est notre rêve qu'on a au plus profond de nous depuis notre enfance qu'il faut qu'on accomplisse. C'est vraiment ça. En fait, on va souvent revenir sur ce livre avec la légende personnelle et l'âme du monde. Donc, l'âme du monde, je sais pas comment expliquer ça, c'est tellement complexe. Franchement, il faut que vous le lisiez. Si je dois vous recommander un livre d'un de mes livres préférés, ce serait lui, quoi. Il est vraiment formidable. Donc Santiago, il part en route contre 6 moutons. Il part en route pour aller au pied des pyramides. Pendant ce voyage, il fait des moins bonnes rencontres et des meilleures rencontres. Donc voilà. Il continue sa route, quoi qu'il arrive. Souvent, il est en période de doute, il sait pas trop quoi faire, s'il doit rentrer, s'il doit continuer, etc. Et il suit son instinct.
Il suit son cœur. D'ailleurs, son cœur, à partir du moment où il rencontre l'alchimiste, ça devient compliqué pour lui d'écouter son cœur. En fait, il sait pas trop ce que ça veut dire que d'écouter son cœur. Mais il apprend à le faire petit à petit. Il apprend à le faire, à suivre son cœur, à écouter le désert, enfin voilà, franchement c'est un livre formidable. Je vous le recommande vraiment, 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 vraiment à fond. Et voilà, c'était mon deuxième livre. On se retrouve pour le troisième. Je sais pas encore ce que ça va être. À plus tard. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour Un lieu à soi, aussi dit Une chambre à soi de Virginia Woolf. Je suis désolée si vous entendez ma chienne, elle est en train de se pavaner un peu partout et de manger ses croquettes. Mais bref, donc Un lieu à soi de Virginia Woolf, donc Une chambre à soi de Virginia Woolf. De quoi ça parle? C'est en 1929. C'est Virginia Woolf qui répond à une question de pourquoi Hamlet n'a-t-il pas été écrit par une femme. Donc elle répond que parce qu'une femme n'a pas eu un lieu à elle pour écrire. En fait, elle expose le fait qu'à l'époque, les femmes n'avaient pas la place d'écrire, n'avaient pas la place de lire, tout simplement parce qu'elles étaient dans le salon et qu'il fallait qu'elles s'occupent des tâches ménagères et qu'elles étaient sans cesse observées par les hommes de la maison, par la famille, et que tout ça, que peut-être que beaucoup plus de femmes auraient été présentes dans la littérature et dans l'art en général, si elle avait eu un lieu à soi et également un rémunèrement, également de l'argent quoi finalement. Parce qu'elle dit qu'il faut remplir ces deux critères-là en gros pour pouvoir avoir son lieu à soi. Et elle nous explique qu'en fait il faut avoir de l'argent et un lieu à soi pour pouvoir continuer à écrire, à s'évader correctement. Elle dit qu'on peut faire des grandes choses si on avait ce lieu à soi, enfin cette chambre à soi, peu importe. Moi j'ai cette traduction-là. Et voilà, c'est à peu près tout ce que j'ai à dire sur un lieu à soi. Donc voilà, c'est un lieu à soi. À plus tard. Donc on se retrouve vite fait pour des citations de l'alchimiste de Paulo Coelho. Vu que j'avais du mal à vous expliquer ce qu'était l'âme du monde, je vais vous lire une petite citation qui nous définit un petit peu ce qu'est l'âme. Donc c'est là le principe qui meut toute chose, dit-il. C'est ce qu'on appelle en alchimie l'âme du monde. Quand on désire quelque chose de tout son cœur, on est plus proche de l'âme du monde. C'est toujours une force positive. Et après, il y a d'autres citations du genre « Dis-lui que la crainte de la souffrance est pire que la souffrance elle-même, et qu'aucun cœur n'a jamais souffert alors qu'il était à la poursuite de ses rêves, parce que chaque instant de quête est un instant de rencontre avec Dieu et avec l'éternité. » Voilà une autre citation. « Ne pense pas à ce qui est resté en arrière, dit l'alchimiste. Quand il commence à chevaucher dans les sables du désert, tout est gravé dans l'âme du monde et y restera pour toujours. Les hommes rêvent du retour plus que du départ, dit le jeune homme, qui déjà s'accoutumait de nouveau au silence du désert. » Donc voilà, franchement, j'adore, il y a tellement de citations, le truc c'est que je peux pas vous spoiler tout le livre parce qu'il y a plein de citations qui spoilent le livre, mais trop bien. Voilà, on est tous en quête de notre légende personnelle, on fait tous partie de l'âme du monde. Voilà. Sur ces dernières belles citations, je vous laisse et je vous dis à bientôt pour le prochain livre. Bon, on se retrouve parce que j'ai terminé The Promised Neverland numéro 9. J'adore cette saga, elle est trop bien. Si vous cherchez un manga dans lequel vous lancez, je vous conseille vraiment The Promised Neverland. Le premier que j'ai juste ici, je l'avais trouvé très redondant et tout ça, j'étais là, je sais pas si je veux continuer parce que ça dit tout le temps les mêmes choses et tout ça, mais vraiment continuer, c'est une saga de malade. C'est vraiment trop bien. Du coup, comme je veux pas vous spoiler le tome numéro 9, je vais vous lire le résumé du tome numéro 1. Alors, Emma, Norman et Ray coulent des jours heureux à l'orphelinat Gracefield House. Entourés de leurs petits frères et sœurs, ils s'épanouissent sous l'attention pleine de tendresse de maman, qu'ils considèrent comme leur véritable mère. Mais tout bascule le soir où ils découvrent l'abominable réalité qui se cache derrière la façade de leur vie paisible. Ils doivent s'échapper et c'est une question de vie
ou de mort. Voilà, j'adore suivre les aventures d'Emma, Norman et Ray. Donc ils doivent s'échapper. Pourquoi? Je vous laisse découvrir. Et donc on suit leur échappée, tout ce qui se passe, toute leur aventure, etc. Et franchement, c'est un manga que j'adore et je vous conseille fortement de les lire. Et puis, donc j'ai pas mis de marque-page quand j'en ai, mais bon, je suis à la page 49 de Peut-on tout pardonner d'Olivier Clerc. Donc là, j'ai lu Le pardon ou la guérison des blessures de cœur, Le pardon ou la douleur de cœur, Le pardon de la résurrection de l'amour et Le jugement et pardon, que je suis en train de lire là. Je vais arrêter le vlog ici. Mais en tout cas, j'aime bien parce que ça fait voir les choses autrement. Mais d'un côté, c'est une vision des choses que j'ai pas l'habitude de voir. Donc j'attends de voir le reste du récit que vous verrez dans mon prochain vlog lecture pour savoir si oui ou non j'arrive à trouver le pardon, si oui ou non je me reconnais dans cette lecture, si ça fait sens pour moi, si j'arriverai enfin à pardonner, même en reconnaissant ce qui m'est arrivé, à pardonner à la personne qui m'a fait du mal, quoi. Donc voilà. Je vais vous lire le résumé quand même. Donc, c'est la grande question que tout le monde se pose. Comment pardonner les souffrances vécues dans son enfance, dans son couple et au travail? Le pardon est-il paisible quand les actes odieux sont commis? Pour y répondre, Olivier Clerc redéfinit les termes souvent galvaudés et identifie une quinzaine d'obstacles au pardon qui empêchent la plupart d'entre nous d'avancer sur cette voie des guérisons des blessures du cœur. Il s'appuie ensuite sur des outils et propose 4 manières de cheminer vers le pardon. Des témoignages soulignent la force que ce chemin vers la paix du cœur est accessible à tous et à toutes, même face à l'indicible. Alors peut-on tout pardonner? Au terme de ce riche parcours, il se pourrait bien que la question se pose différemment. Donc voilà, c'est vrai que je sais pas si je vais pouvoir vous montrer. Par exemple, à chaque fois, on a des petites pages comme ça où on voit le témoignage de tatati tatata dans les cercles de pardon qui ont été organisés par Olivier Clerc, puisqu'il nous parle du fait qu'il organisait des cercles du pardon, comme des cercles des alcooliques anonymes, etc. Sauf que là, c'était des cercles du pardon. Et donc voilà, donc je vous tiendrai au courant pour cette lecture. Je vais reprendre un vlog lecture mercredi. Je vais être retrouvée par Noah, donc mon ami dont je vous mettrai son compte Instagram en barre d'infos. On va lire ensemble. Là, c'est vrai que c'était un vlog lecture un peu où vous ne me voyez pas lire et où je vous montrerai pas mon quotidien de lectrice. Le prochain vlog lecture, ce sera vraiment dans mon quotidien. Vous me verrez lire, on partagera plus de choses ensemble, etc. Là, je me cherche encore un petit peu. Mais voilà quoi, la prochaine fois, ce sera un peu plus un vlog lecture dans sa globalité, quoi, dans ma vie au global en fait. Donc je vous remercie d'avoir vu la vidéo jusqu'à la fin. Je vous invite à vous abonner et à lâcher un petit like si vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire. Déjà, ça va m'aider dans l'algorithme. Et ensuite de ça, ça va me permettre de savoir un peu plus comment vous voyez les choses sur ma chaîne, ce que vous aimeriez plus voir, ce que vous aimeriez moins voir. N'hésitez pas à me faire vos retours, ça me ferait grandement plaisir. Et puis, je vous dis à plus tard. Et puis, merci à tous. Allez, au revoir.